Voilà. Donc, bonjour à tous. Bonjour notamment à Axel Ruckert et Hubert Védrine qui nous font l'honneur d'être à nouveau invités de X Sursaut aujourd'hui. Alors là, pour un webinaire. Donc, je vais commencer par présenter nos deux intervenants aujourd'hui. Et ensuite, ils feront chacun une intervention de 15 minutes. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, une session de questions-réponses. Alors, d'abord, Hubert Védrine, qui est ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères, entre autres, auteur de nombreux livres et articles, dont une récente tribune dans Le Figaro, le choc du coronavirus est en train de pulvériser des croyances très enracinées. Et Axel Ruckert, qui est un Allemand qui vit en France depuis plus de 45 ans, ancien dirigeant d'entreprise et auteur de plusieurs livres disponibles sur le site leslivrsaxelruckert.com et animateur du projet Phoenix, dont vous avez le lien dans l'email d'invitation que je vous ai envoyé, qui aide les entreprises pendant cette crise. Axel Ruckert et Hubert Védrine nous parleront de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne au temps du coronavirus. Donc, c'est à vous d'abord, Axel Ruckert, pour une quinzaine de minutes d'intervention, avant Hubert Védrine aussi pour une quinzaine de minutes. Merci vous, Laurence. Axel. J'espère que vous me voyez et vous m'entendez bien. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi à mon ami Hubert qui, une fois de plus, me fait le plaisir d'organiser ou d'être avec moi dans un tandem conférence. Pendant les 15 minutes que j'aurai, je souhaiterais livrer mes idées sur 3 sujets. Le premier, comment cette épidémie s'est déroulée en Allemagne et comment elle l'a gérée, parce qu'elle a bien géré et mieux géré que la France. Deuxièmement, comment risque de se passer et va se passer le redémarrage économique de la France, pays auquel je suis très attaché, comme vous vous imaginez. Et enfin, quelques mots sur l'Europe, où en est l'Europe dans cette épidémie et dans ce que le nouveau tandem des deux dirigeants européens et de femmes sont en train de faire. Ceux qui suivent l'actualité ont réalisé que l'Allemagne, et ces jours-ci souvent citée en exemple, ont une très bonne et une très efficace gestion de la crise. Non seulement parce que malgré à peu près autant d'infectés, même un peu plus qu'en France, presque 200 000, le nombre de morts a été nettement inférieur, à peu près le quart de la France, et aussi parce que finalement on est sur le point de s'en sortir de façon bien meilleure. Tout le monde sait que sur un plan médical, l'Allemagne était beaucoup mieux équipée que la France, car elle a décidé de commencer massivement à tester. Ces tests qu'on met dans le nez et dans la bouche, pas des tests sanguins. Et dès le départ, elle a organisé plusieurs centaines de milliers de tests par semaine, ce qui a permis d'isoler très vite les gens qui étaient infectés. Et deuxième étape, on les a mis généralement en confinement, mais uniquement eux dans un premier temps. Et donc, le pays a continué à marcher, ou à marcher au moins en partie. Des éléments qui sont peut-être un tout petit peu moins connus, c'est que économiquement et politiquement, ça a été géré très différemment. D'abord, l'Allemagne est un État fédéral et la compétence sanitaire, comme la compétence sur l'éducation, appartient aux Länder. Donc la chancelière n'a pas la possibilité d'imposer ou de dire, bien sûr tout le monde la regarde, mais c'est finalement à elle de convaincre les ministres présidents des différents Länder. Ce qui a fait que ça a été géré de façon très décentralisée. En Bavière, en Baden-Württemberg, qui étaient les deux Länder les plus atteints au départ, et par la suite en Nordrhein-Westphalie, qui est très peuplée, on a été assez sévère, mais d'autres parties de l'Allemagne sont à peine parties en confinement et ont continué surtout à fonctionner, sinon normalement, mais de façon quand même assez normale. Et un chiffre, la France a envoyé 12 millions d'employés et de salariés au chômage technique. L'Allemagne, où ça s'appelle pas chômage technique, mais travail court ou travail raccourci. Je crois qu'il y a toute une philosophie derrière les deux choses. Le nombre des gens atteints s'est limité à seulement 3 millions. Tout le reste de l'Allemagne a continué à travailler. En France, pour moi,
ça s'est moins bien passé car malgré des efforts de Bruno Le Maire et des moyens qu'on a mis en place, la France a le système de chômage technique le plus généreux de tous les États d'Europe, avec pratiquement 100% du salaire payé à la hauteur du SMIC et même au-dessus presque 100%. Avec les 13 millions de gens et le déconfinement de lundi prochain, je suis très sceptique, j'ai un peu peur de ce qui va vraiment se passer. Car malgré les aides ont été conséquentes, malgré le soutien du chômage technique, mais également de beaucoup de mesures sur les charges sociales et sur les impôts, nous sommes actuellement dans une situation où la France, pour moi, est quasiment encore à l'arrêt. Ça veut donc dire que, et là c'est l'Allemand qui parle, si un Allemand, on lui dit tu peux retourner au travail, et c'est sous la pression des Länder que depuis une semaine, Madame Merkel, qui était peut-être un peu plus prudente, n'était pas encore 100% prêt au déconfinement, c'est que l'Allemagne s'est remise au travail et qu'en France, avec une situation assez particulière, ça va se passer difficilement. Pourquoi ça va se passer difficilement? Les gens ont pris l'habitude de rester chez eux. Les gens n'ont pas 100% choisi, loin de là, peut-être la moitié, de renvoyer leurs enfants à l'école. Et il s'est installé, ce qui est très dommage pour quelqu'un comme moi, une crise de confiance qui fait que aujourd'hui, on se pose plus la question si on est encore dans un risque médical, on se pose plus la question s'il faut verser encore une prime supplémentaire à des gens qui n'ont peut-être jusqu'ici pas touché. Et je vois assez mal comment, dès la semaine prochaine et même la semaine d'après, la France sera retournée au travail. Un point très important, l'Allemagne gère la crise de façon décentralisée. La France gère la crise de façon centralisée. Je pense que après ce virus, et une fois qu'on aura retrouvé, je l'espère le plus rapidement possible, une façon à peu près normale de fonctionner, si M. Macron voulait vraiment faire quelque chose d'important et d'utile, même si la France ne devrait pas devenir un État fédéral, je pense qu'il faut enfin faire une vraie décentralisation de la France. Parce que on voit très bien, il y a des différences très importantes, les gens qui gèrent sont pas les mêmes, et surtout la situation sur le terrain, il faut être proche du terrain. Il faut être proche du terrain pour l'éducation, il faut être proche du terrain pour le chômage, il faut être proche du terrain pour la gestion de la crise financière. Il est grand temps que la bureaucratie centrale parisienne, excusez-moi ça, mais soit moins importante et qu'on assiste à une vraie décentralisation. Troisième sujet, l'Europe dans tout cela. Nous avons un nouveau tandem avec Madame Lagarde et Madame van der Leyen. Je vous dis au passage, elle parle couramment français, elle est francophile et francophone. 8 enfants, elle va tuer à un moment donné le ministre de la Famille en Allemagne. Il y avait normalement un grand espoir parce que 2 femmes, c'est nouveau. Souvent, les femmes gèrent au moins aussi bien que les hommes, parfois mieux. Et tout ceci à un moment où Madame Merkel, en Allemagne, était sur la fin politique et de son mandat. Je dis actuellement, elle a 80% de nouveau de gens qui pensent qu'elle gère très bien la crise par rapport à 45% pour M. Macron en France. Donc, la France a cette crise de confiance avec une bureaucratie très importante dans laquelle tout le monde se retourne. Et donc, ça va être assez compliqué. L'Europe a essayé de réagir vite. En comparaison par rapport à la crise financière de 2009, l'Europe a été beaucoup plus rapide sur un plan de l'argent, sur un plan des mesures. Et donc, même M. Trichet, qui en son temps avait très vite assuré la liquidité des banques, contribué à sauver l'Europe et une partie des pays,
n'était pas aussi rapide que cette fois-ci, on a eu, malgré quelques petits couacs de Mme Lagarde au départ, l'Europe réagir. Maintenant, les moyens mis en place sont très conséquents. Je dis au passage, l'Allemagne, on relance la conjoncture, mais 3 fois ou 4 fois plus que la France, qui met comme elle n'a jamais mis. Mais malgré ça, l'Allemagne met 3 fois ou 4 fois plus, d'autant plus qu'elle était, avant la crise, beaucoup moins endettée et qu'elle s'était déjà fait tirer l'oreille à investir plus et donner plus. Donc l'Allemagne démarre là avec 3 fois ou 4 fois les munitions pour l'économie que sont celles de la France. Et donc, le seul problème qui reste un peu, et Hubert va certainement le commenter, c'est que l'Allemagne, la Hollande et les pays du Nord continuent à refuser, même s'ils sont pour beaucoup plus d'aide, continuent à refuser la mutualisation de la dette, les fameux Corona Bonds ou Eurobonds. Ils sont d'accord, et c'est déjà un grand acquis, que les pays qui avaient besoin du fonds de solidarité, qui est plus important maintenant qu'il n'était avant, qui sera peut-être un budget européen, que les pays n'aient plus, comme c'était le cas pour la Grèce, l'obligation de faire des réformes et qui est mandé pour un certain nombre de choses. Également, certaines règles, les 3% d'endettement et tout ça, a volé en éclats. Mais malgré cela, pour l'instant, et même si M. Macron et M. Le Maire le réclament tous les jours, pour l'instant, chaque pays, et en commençant par l'Italie, où c'est très impopulaire, à tel point que 50% des Italiens pensent qu'ils veulent plutôt sortir de l'Europe, chaque pays fera appel à l'Europe et aura donc à rembourser. Je ferai une dernière remarque et après j'ai écouté mon quart d'heure. J'ai eu un plaisir, il n'y a pas très longtemps, de parler avec Jean-Claude Trichet, qui, je le cite au passage, a introduit mon deuxième livre sur l'Europe, Le cinéma une Europe qui donne envie. Et on a discuté où ça nous mène tout ça. Est-ce qu'un jour, comme mes parents l'ont connu, il va y avoir une dévaluation forte, ils n'auront plus rien dans la main après avoir apporté des milliards sous forme de billets, ils repartent avec 100 Deutschmark. Ça s'est passé 2 fois après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Allemands, au moins les Allemands de ma génération, restent très réticents à vouloir s'endetter et avoir à payer éventuellement pour d'autres gens que les leurs, encore qu'ils ont pour la réunification payé beaucoup. Mais donc, où ça va nous amener? Moi qui ai de façon un peu provocatrice a dit, ben, un jour, on ira tous à la Banque Centrale Européenne, on donnera notre argent, et on nous rendra le tiers, le quart, une nouvelle euro, mais au moins, ça sera toujours ça. Il a clairement dit non, ça ne sera pas ça. La France n'a jamais fait défaut dans toute son histoire. Donc, elle aussi, elle remboursera. J'ai dit, mais comment? Par plus d'impôts ou pour plus d'économies? Il m'a dit les deux. J'en suis moins convaincu après avoir vu les difficultés qu'on a eues avec les Gilets jaunes et après avec la réforme des retraites. Donc, de là aussi, ma crainte que j'espère, mais j'en suis loin d'être certain, que la France redémarre dans de bonnes conditions. Nous avons effectivement mis une petite initiative qui est des entreprises. Vous pouvez trouver le projet Phoenix et qui ont vraiment du mal. Et ça commence à être assez populaire parce qu'on est passé sur BFM il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup et je pense que Hubert, qui en général enchaîne direct, généralement c'est moi l'optimiste, lui le réaliste. Là, je suis un peu plus réaliste aussi. Merci et à toi Hubert. Bon, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Parfait, c'est parfait. OK. Alors, ma première remarque, c'est que, puisque la question c'était France-Allemagne, il faut avoir en tête la relation France-Allemagne avant l'affaire du virus. Parce que l'affaire du virus confirme certaines choses, révèle certaines choses, peut-être aggrave des choses, mais il y a une situation d'avant. Et ma vision, moi, de la relation, c'est qu'il y a un lent décrochage de la France entre, je ne vous vois plus là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous me voyez? Oui, c'est bon, vous êtes en grand, là vous êtes l'image principale. Bon, d'accord. Je pense qu'il
si on part de l'année de la réunification en 1990 jusqu'à la situation d'aujourd'hui, il y a un lent décrochage de l'économie française par rapport à l'économie allemande pour des raisons de compétitivité, d'organisation, de peut-être 35 heures, etc. Tout le monde connaît ça. Qu'il y a le développement d'un certain nombre de divergences qui sont devenues quand même très profondes, par exemple sur l'énergie, une approche complètement différente de la question du nucléaire, une approche qui reste différente sur les questions de défense en général par rapport à l'Europe et notamment par rapport aux interventions extérieures, les débats sans fin que tout le monde connaît, je ne développe pas, sur l'avenir de la gestion de l'euro, la dette, la mutualisation de la dette. Axel a fait une allusion. Donc, au fil du temps, les positions ont divergé de plus en plus, quels que soient les présidents, quels que soient les chanceliers. Ça, c'est tout à fait secondaire. D'autre part, du côté français, il y a longtemps eu une sorte de complainte nostalgique. Il faut relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration européenne, mais le couple franco-allemand, c'est un terme qu'on a utilisé pendant longtemps en France, en fait, plus en Allemagne après la réunification. Relancer l'intégration européenne, je pense que la réalité de la position allemande, c'était celle de Schröder, qui le disait déjà très honnêtement, très clairement après la réunification. Et la vérité de la position allemande, c'est la cour de Karlsruhe. Ça vient d'être rappelé récemment, il n'y a pas de source de souveraineté en dehors de souveraineté nationale. Donc, alors, il y a tout un débat à suivre entre la bataille entre la Cour de Karlsruhe et la Cour de justice de l'Union européenne, mais ça ramène les choses sur une position, sur un plan précisément réaliste, comme disait Axel, qui est qu'il y a quand même les trois quarts du discours français depuis des années sur la France, l'Allemagne, l'Europe, qui est complètement à côté de la plaque, complètement surréaliste, qui n'embraye sur rien, en fait. D'ailleurs, on a bien vu le décalage quand le président Macron a fait plusieurs discours très ambitieux, très sympathiques, très séduisants la première année sur l'avenir de l'Europe et que ça n'a recueilli à peu près aucun soutien, même si on pouvait aimer ces discours pour d'autres raisons. Donc pour moi, il y a déjà une analyse qu'on pourrait faire avant le virus, avant ce qu'a dit Axel sur ce que c'est censé avoir révélé. Alors, dans l'affaire du virus, c'est évident que ça a mis en évidence du côté français un mauvais fonctionnement de l'État central français, de l'administration. On voit le plus frappant, c'est la polémique sans fin sur l'affaire des masques et sur la façon dont ça a été géré, mal préparé, puis détruit, etc. Dans le cadre d'une impréparation quand même occidentale qui est très frappante par rapport aux avertissements lancés par la CIA, par tous les livres blancs sur la défense, par Bill Gates, etc. L'Allemagne était moins mal préparée, mais peut-être pas pour des raisons de décentralisation, peut-être parce que l'Allemagne a préservé une culture industrielle, et notamment biomédicale, et donc hospitalière. C'est peut-être lié à la décentralisation, mais là-dessus, il faudrait creuser ce qu'a dit Axel. Ce n'est pas automatiquement la panacée. En revanche, sur la question industrielle, en dehors du dysfonctionnement de l'administration française maintenant, l'aspect industriel, pour moi, est très, très frappant aussi, parce que l'Allemagne n'a pas moins profité de la mondialisation récente, ce que j'appelle la globalisation sino-américaine des 30 dernières années, avec les dérégulations, avec les catastrophes écologiques associées, donc il y a 30 ou 40 ans, dont l'Allemagne a bien profité. Là, la France, beaucoup moins bien, en tout cas de façon beaucoup plus imprudente, et l'Allemagne n'a pas transféré toutes ses capacités productives industrielles en Chine. C'est vraiment en France, et là, à mon avis, c'est pire que l'histoire de la centralisation, qu'il y a eu 2 générations de dirigeants politiques et économiques qui ont considéré qu'on pouvait se permettre, même dans des domaines vitaux, de jouer la carte du marché mondial, c'est-à-dire en fait de la dépendance à la Chine ou à l'Inde. Et quiconque aurait dit dans la haute administration, dans les gouvernements des 20 dernières années, que c'était peut-être imprudent, peut-être exagéré, il fallait peut-être garder des réserves stratégiques, sujet qu'on redécouvre maintenant, aurait évidemment été traité de crétin, archaïque, souverainiste, le pénis, etc. Bon, mais ça, il y a quand même une dimension française dans ce contexte. Je suis d'ailleurs favorable, moi, à ce qu'il y ait une évaluation systématique des politiques menées par les différents pays du monde, d'abord sur l'anticipation du risque, sur la préparation, et après sur la gestion à chaud, quand arrive la panique. Il faudra évaluer l'origine. Alors,
D'abord, il y a une évaluation chinoise à faire en particulier, je ne développe pas là, mais après, il y a une analyse sur la propagation du virus qui est vraiment liée au mode de vie contemporain. Et c'est très important parce que les virologues considèrent tous qu'il peut y avoir d'autres virus. Ils pensent qu'on ne trouvera pas un vaccin, ils trouvent qu'on trouvera des thérapies contre ce virus, mais pas quelque chose qui empêcherait les autres coronavirus qui peuvent se développer après. Donc, il y a une évaluation qui est vitale pour l'avenir. Et à cet égard, il n'y a pas les différences entre France et Allemagne que nous avons soulignées. Axel à propos de la centralisation et moi à propos de l'industrialisation. L'évaluation devra porter sur la politique des pays qui ont joué le confinement ou au contraire un suivi plus ciblé des gens contaminés, évaluation de l'OMS naturellement, etc., etc. Un mot sur l'Europe. Je pense que les accusations initiales contre l'Europe sont tout à fait infondées parce que l'Europe n'a pas de compétences sanitaires. Donc, on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas avoir trouvé les réponses immédiates à la place des États qui s'étaient mal préparés en matière de réserve de masques, de produits de détection, etc. Ce n'est pas l'Europe qui gère la politique hospitalière, qu'elle soit nationale ou régionale, ça dépend des pays. Donc, beaucoup d'accusations infondées. Mais ce que ça traduit de la part des gens qui ont dit c'est horrible, l'Europe n'a pas joué son rôle, c'est qu'ils sont restés dans un schéma fédéraliste sans le dire, en fait. On n'emploie plus le mot, mais il y a un certain nombre de gens qui ne représentent rien dans les partis politiques, dans l'opinion publique en Europe, plus rien, mais qui représentent beaucoup dans les élites économiques et politiques, dans les journaux, notamment économiques, et autour de la Commission, du Parlement, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas, ont resté à la parole publique. Et pour eux, il faut que l'Europe continue à avancer. Vous connaissez la métaphore. L'Europe, c'est comme le vélo. Si elle n'avance pas, elle tombe. C'est devenu tout à fait faux depuis des années, cette remarque, mais il y a plein de gens qui parlent sur cette base. Donc, pour eux, c'était une anomalie que l'Europe, en plus c'est un mot valise, on ne sait jamais bien ce que ça désigne, ne se précipite pas sur ce sujet pour le gérer à la place des États-nations, qui sont censés être méchants et qui sont censés représenter le passé. Mais on voit bien qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas, puisque les gens plébiscitent les Länder. Donc, ce n'est pas un débat sur l'État-nation. Donc, je pense que les accusations sont injustes. Elles sont fondées sur une attente exagérée. Et les pro-européens sincères, convaincus, sympathiques, qui disent depuis des années que l'Europe, progressivement, doit prendre de plus en plus de responsabilités, qu'il faut élargir ses compétences, que la souveraineté nationale est complètement caduque, etc. Ils ont préparé ce terrain. Et que quand il y a un problème sérieux, on reproche à l'Europe de ne pas avoir tenu les promesses ou ce qu'on avait imaginé à son sujet. Et là, elle n'a pas de compétence. Dans les domaines où l'Europe a une compétence, c'est-à-dire le domaine économique essentiellement, la réaction de Mme Lagarde a été très bonne, audacieuse, courageuse, et les propositions de Mme von der Leyen, très courageuses aussi, et très rapides. Et je vous signale que ça n'aurait pas été possible, je ne vous signale pas, vous le savez, mais je rappelle que ça n'aurait pas été possible si l'Allemagne n'avait pas accepté qu'on suspende la règle presque devenue religieuse des 3%. Donc il y a une attitude allemande face à l'urgence, à la tragédie, qui est intelligente et pragmatique, et les responsables européens, dans leur vrai domaine, ont été à la hauteur de la situation. Donc tout dépend de ce qu'on attend de l'Europe pour l'avenir. Mais moi, je ne vois rien, je ne vois personne en Europe qui considère que face à une crise comme ça, face à une autre pandémie, dans 5 ans, par exemple, ce serait un commissaire européen de décider si les écoles en Bavière, en Lombardie ou en Bretagne doivent être ouvertes ou fermées. Il y a au contraire une énorme demande de pouvoir de responsabilité, de proximité. Et là, je rejoins ce qu'a dit Axel, même si j'ai une toute petite nuance, parce que moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on aille plus loin dans la décentralisation et dans la responsabilisation, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'idiotie régionale ou issue de bureaucratie régionale. On voit bien, par exemple, en France, que les régions, depuis qu'elles sont quand même, elles ont des pouvoirs importants, la décentralisation n'est pas nulle, elle a été assez loin, et les régions ont développé énormément de services nouveaux au niveau régional qui sont contestables, fondés sur une fiscalité elle-même trop lourde. Donc j'ai une petite nuance là-dessus. Donc je reviens à mon idée centrale d'évaluation systématique. Je pense que dans beaucoup de pays, la France, mais des tas d'autres, il va y avoir une volonté de règlement de compte, de faire des enquêtes, des commissions d'enquête, etc. Bon, c'est démocratiquement normal, mais ça n'a d'intérêt
que si ça débouche sur une évaluation sérieuse et des conclusions et des propositions. Vous avez vu qu'à force de lire ou de fréquenter des virologues, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Bon. Moi, je ne raisonne pas en termes de retour à la normale, je raisonne en termes de redémarrage. Mais le retour, c'est très facile de montrer que ce qu'on appelle la normale dans la période d'avant a énormément d'aspects contre-productifs, monstrueux, sur le plan des écarts de revenus, et c'est devenu, même si on est pour le capitalisme, pour le libéralisme, pour l'entreprise et tout ce qu'on veut, les écarts de revenus sont devenus insoutenables pour une grande partie des Occidentaux. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les classes populaires, puis les classes moyennes, ont décroché de l'idée de la mondialisation et d'ailleurs de l'idée de l'Europe. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas le vote Trump et on ne comprend pas le vote Brexit et on ne comprend pas la remontée des extrêmes droites en Europe qui n'ont rien à voir avec les années 30. Rien à voir, c'est une paresse mentale de comparer. En fait, c'est le décrochage, non pas par rapport à la mondialisation, qui a des effets positifs extraordinaires, tout le monde le sait, mais qui a eu aussi des dérives. C'est pour ça que je distingue, moi, dans l'histoire de la mondialisation en général, l'américano-globalisation qui a duré des décennies et le pacte sino-américain des 30 à 40 dernières années, qui a par ailleurs des conséquences écologiques monstrueuses. Alors, je suis évidemment pas, je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'on va tout changer. On ne change pas tout, ça n'arrive jamais. Même en France, au moment de la Révolution, on n'a pas tout changé, finalement. Tocqueville l'avait très bien montré. Mais je pense que presque tout sera différent par intégration de paramètres qui étaient considérés, notamment l'écologie, en fait, considérés par beaucoup de gens dans le monde économique comme des choses de casse-pied, casse-pied, contraignants, archaïques, dépassés, folkloriques, ridicules. Et des partis écologistes, qui sont en général des partis gauchistes, n'ont pas contribué à rendre cette idée favorable. Mais dans le monde industriel tel que je le connais, dans le monde des investisseurs, dans le monde non pas des théoriciens de la mondialisation qui s'excitent en ce moment, mais des praticiens de la mondialisation, tout le monde est en train d'intégrer cette donnée. Et d'ailleurs, Mme von der Leyen, et je vais conclure là-dessus, très vite, elle a écarté toutes les demandes consistant à abandonner le Green Deal, à reporter d'1 an, 2 ans, 5 ans, toutes les mesures préparées, qui sont d'ailleurs pas suffisantes, en disant on va continuer, il y a le virus, mais le réchauffement climatique continue. Il est toujours là. Il n'y a pas ce seul phénomène, il y a tous les autres phénomènes globaux, dont la question de la biodiversité. Tous les virologues font remarquer que les 2/3 des épidémies depuis 20 ou 30 ans sont issues d'une promiscuité trop grande entre les animaux sauvages, les animaux domestiques, l'homme, les fameux marchés en Chine, mais il y en a partout en Asie, il y en a en Afrique, etc. Donc il y a un mode de développement, il y a un certain type d'agro-industrie qui a déconfiné les virus. C'est pour ça que les virologues pensent qu'il y en aura d'autres. Donc, pour moi, c'est évident, quoi que racontent ceux qui restent contre l'écologie ou qui ne parlent que du retour à la normale, etc., c'est évident que ce critère va entrer dans l'économie et qu'on va vers une économie plus écologisée. Et j'emploie moi le terme d'écologisation, comme quand on parlait d'industrialisation, tout le monde comprenait que ça s'était étalé sur 10, 20, 30 ans. Là, les prochaines décennies vont être marquées par ça. Et pour moi, c'est le début d'une course à la compétitivité écologique. Et c'est absolument pas le contraire de la réindustrialisation dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est la même chose. Donc, il y aura la synthèse des deux. Et donc, France-Allemagne, l'Allemagne part avec un temps d'avance énorme hein, sur la France parce qu'elle a gardé son industrie. La France, non. Mais sur 5 ans, la France peut revenir au niveau avec des choix astucieux par rapport à ça. Et ça rouvre le champ, non pas d'une avancée dans l'intégration européenne dont aucun peuple européen ne veut, aucun. Donc, il faut arrêter cette lubie. Mais ça rouvre le champ par rapport à d'immenses nouveaux projets européens. Donc, je suis non pas tout à fait optimiste, parce que ça suppose beaucoup de travail et de décision, mais je ne suis pas non plus pessimiste sur ce dernier point. Voilà, j'en ai fini. Merci à tous les deux. Merci, c'était passionnant vos propos introductifs. Alors, je vais vous poser
les questions, les premières questions, en les regroupant. Alors, donc, il y a une première question, un peu un groupe de questions remarques par rapport au fait qu'on est au 8 mai, donc en réagissant à la date. Et alors, ce que je comprends aussi, c'est des questions, et ça, on nous l'a posé aussi à des précédents webinaires, c'est notre capacité, notamment la capacité de la France, à travailler peut-être plus pour rattraper ce qu'on a perdu pendant la crise. Donc, est-ce qu'il faudra supprimer des jours fériés? Est-ce que les Français ont la capacité à travailler plus pour rattraper voilà, peut-être la baisse, la contraction d'activité qu'on a connue pendant le confinement? Il y a des questions relativement à la décentralisation. Donc, donc ils ont bien entendu vos propos sur la décentralisation, mais est-ce que la régionalisation en France est possible? Est-ce que aussi on n'a pas un problème de culture? Est-ce que c'est voué peut-être à ne pas marcher en France à cause de notre histoire et notre culture? Ensuite, il y a des questions relativement à la dette. Alors il y a Hubert Lévy-Lambert qui cite le système de l'eau. Alors, si je me rappelle bien, je crois que c'était sous Louis XV où on avait un système de papier-monnaie pour éponger la dette, mais plus généralement, comment on va payer nos dettes ou les restructurer, parce que je crois que c'est peut-être 20 ou 30 points de PIB, les dettes liées à cette crise. Ensuite, alors il y a une question un peu polémique. L'Allemagne n'est-elle pas finalement le plus égoïste de l'Europe? Les dettes grecques, italiennes et semble-t-il la rétention des masques peut-être servi en premier. Donc voilà, par rapport à la dette, par rapport aux transferts, la fameuse question des transferts, et aussi par rapport au fait aux masques. C'est vrai qu'on a vu un peu voilà, une approche non coopérative pour la gestion des masques. Voilà, je vous laisse déjà réagir à toutes ces questions avant de vous poser les suivantes. Vous voulez commencer, Hubert? Donc, je vois que mon micro est ouvert, donc je commence, Laurent. Non, mais je voulais, moi, récupérer l'animateur dans mon image. J'ai touché à rien et je l'ai perdu. Non? Moi, j'ai encore tout le monde, donc… Alors, en fait, on vous voit bien, Hubert, mais peut-être, comme c'est vous les principaux, j'aurais plutôt tendance à vous mettre vous dans l'image en grand, et c'est comme vous voulez. Qui veut répondre en premier aux questions? Alors, mettez-moi Axel, que je le vois. Alors, d'accord, je mets Axel en grand, et Axel, tu réponds en Je premier? réponds, d'accord. Ok, ça marche. Voilà, ok, c'est parti. Voilà, en grand, parfait. Je rebondis sur quelque chose qui s'est passé dans votre séminaire il y a une semaine, où il y a eu en Montebourg, lundi dernier. Certains d'entre vous ont peut-être participé. Oui. Il a dit que finalement la France n'avait qu'à revenir sur ses propres frontières, se démerder toute seule comme un État moyen, comme la Corée du Sud a été capable de le faire. Je ne sais pas si M. Montebourg est jamais allé en Corée, moi je suis allé, et s'il a une vague idée combien d'heures travaillent les Coréens. En fait, c'est probablement le peuple, même plus que les autres Asiatiques, qui ne fait que travailler. Donc, j'aimerais beaucoup, c'était la première question, qu'en France on travaille plus. Certaines tentatives, peut-être prématurées du MEDEF, il va falloir rattraper, ou il va falloir s'asseoir sur une semaine de vacances, sont certainement en cours, mais compte tenu de la fragilisation du climat social en France, après les gilets jaunes et après les retraites, ça me paraît pas très réaliste, malheureusement. Et les Français, en grande partie, penseront plus s'ils peuvent tous partir au mois d'août comme d'habitude, et quand il faut rentrer, je les vois pas pour l'instant et je le regrette parce que c'est un peu différent de l'Allemagne. Je le regrette qu'ils ne veulent pas rattraper. Quand la régionalisation est arrivée ou devrait arriver, je pense que le principal problème, c'est que en France, et là je suis peut-être très critique et différent d'Hubert, je veux pas un État fédéral comme les États-Unis ou la Suisse ou l'Allemagne, mais je veux qu'il y ait des vrais pouvoirs et qui se font entendre et qui percent. Le professeur marseillais, qui est un peu l'image de la province qui se révolte un peu contre Paris, quelle que soit
le fait qu'il a raison, il est capable de raison avec son médicament, mais des initiatives comme ça doivent percer. À Berlin, il y avait un jeune qui s'appelle Droste, qui était à la base de tous les tests. Aujourd'hui, il est presque un héros national. Il ne fait pas partie de celui qui souffle dans l'oreille du président, de toute cette structure, etc. Ma crainte en cette matière est donc qu'on reste autant centralisé qu'avant. Si on faisait demain un référendum sur une vraie décentralisation, il passerait haut la main, parce que le reste de la France, en grande partie, voterait contre Paris. C'est au moins ma perception. La dette, moi je suis beaucoup plus sceptique, mais il paraît qu'on peut s'en sortir simplement avec les mesures conventionnelles. Dans le temps, l'euro ou le franc français aurait fortement dévalué, le problème aurait été plus ou moins réglé. Il y avait une forte inflation, actuellement il y a zéro inflation, ce qui prend pour M. Trichet le fait qu'on n'aura jamais une contraction de la valeur de la monnaie. Moi, j'en suis moins sûr et je pense que tôt ou tard, plutôt la génération de mes petits-enfants et pas de mes enfants, et le jour où les financiers s'allieront pour dire que la France, mais finalement, c'est très bien pour passer des vacances, mais pour rembourser de la dette, c'est peut-être pas si sûr que ça, on pourrait y avoir un problème, comme l'Italie pourrait en avoir un assez rapidement. Enfin, Madame Merkel, qui a connu des périodes très différentes, a connu une très mauvaise période quand il y a eu la crise de la Grèce. Elle s'est fait attaquer, elle n'a pas voulu aider la Grèce. J'ai été dans une réunion à Francfort chez M. Trichet, où M. Schmitt, l'ancien chancelier, a dit on ne peut pas s'imaginer comment un pays, avec l'histoire de l'Allemagne et son passé, ne peut pas payer, s'il le faut tout seul, immédiatement pour un pays qui n'a, en termes de poids, qu'une importance de 3% du PNB européen. Elle a évolué, elle est parfois imprévisible, mais elle est physicienne, ça veut dire qu'elle prend les responsabilités politiques plutôt que de se cacher derrière des experts médicaux et scientifiques. Elle doit composer avec les Länder, avec la Cour de Karlsruhe. Finalement, on se pose la question si elle ne va pas être candidate pour un 6e mandat, car elle est à 80% de popularité. L'Italien, qui a eu à gérer beaucoup de problèmes, est presque pareil. Et même Boris Johnson et Trump, qui ont géré de façon catastrophique, sont populaires. En France, aucun politique, aucun autre que politique, aujourd'hui, a l'autorité qu'il faut pour combattre la méfiance et cette situation où un fort leader serait peut-être capable de décider et de dire que tout le monde retourne à l'école et pas seulement ceux qui ont envie. Merci Axel. Hubert, c'est à vous si vous voulez. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que le vrai problème actuel n'est pas la question. La comparaison France-Allemagne est très instructive, mais ce n'est pas le sujet central. Le sujet central, c'est est-ce que le monde entier est capable de s'organiser mieux face à la menace future? Et lié à ça, la question centrale, c'est la question chinoise. Et les Occidentaux, tous, les uns et les autres, pour des raisons différentes, sont un peu sur la défensive par rapport à la Chine. Ça, c'est la question générale. Ensuite, sur Mme Merkel, moi, je ne la trouve pas rationnelle. Je pense que c'est une politicienne très, très habile, ce qui fait que ce qu'a dit Axel sur une nouvelle candidature est tout à fait possible. Mais sa décision, il y a quelques années, sur la sortie prématurée du nucléaire et le prototype de la décision non scientifique complètement irrationnelle, faisant complètement l'impasse sur la question du climat et du CO2, puisque ça a conduit à la relance du charbon. Elle l'a fait pour des raisons d'habileté électorale, d'habileté par rapport aux élections régionales, parce que la contrepartie du système des Länder, qui a été imposé par les alliés victorieux, je rappelle, hein, ce n'est pas une décision des Allemands de créer un système décentralisé, c'est la volonté des Américains et des autres vainqueurs qu'il n'y ait pas d'Allemagne centralisée, parce que c'était trop dangereux. C'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de la question régionale. Bon, donc il y a Mme Merkel, du coup, mais comme les autres chanceliers, est obligée d'avoir une politique tactique qui tient compte sans arrêt
des élections régionales qui ont lieu dans 3 semaines quelque part. Donc, c'est aussi l'aspect qu'il faut mettre en balance avec le reste. Mais le débat sur la décentralisation est très compliqué. Moi, je suis très favorable à aller plus loin en matière de responsabilité régionale et qu'on arrête les doubles emplois entre ce que l'État a gardé. Mais moi, je ne raisonne pas comme Axel en disant que c'est incompatible. Si c'était incompatible avec la culture française, il n'y aurait pas eu les lois de fer. Les lois de fer, c'est 1982. Et la régionalisation a été renforcée à plusieurs reprises. Donc, on peut débattre sur le fait de savoir s'il faut aller plus loin, dans quel domaine, qu'est-ce que ça entraîne. D'autres amis allemands m'ont dit que les Länder ont eu le plus grand mal à coopérer entre eux dans l'affaire du virus, que la SAR était formidable en accueillant des malades français, que le Bade-Württemberg était formidable en accueillant des malades français, mais que la coopération entre les Länder était très compliquée, en dépit des efforts de Mme Merkel, mais qui n'a pas de pouvoir particulier au niveau fédéral. Donc c'est plus compliqué comme sujet. Je pense qu'il n'y a pas de panacée. Alors ensuite, travailler plus. Moi, je serais évidemment favorable si on arrive à convaincre les Français. Le MEDEF a eu tort de s'exprimer comme il l'a fait prématurément. Je pense que s'il y a un programme, disons, sérieux de réindustrialisation d'une partie des activités, puis il y en a qui vont rester en Asie, bien sûr, bon, il n'y a aucune raison que la France n'essaye pas de faire ce que l'Allemagne a réussi. Donc, de rétablir une capacité industrielle, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est en partie ce que dit Montebourg depuis des années. Donc, il ne faut pas caricaturer non plus la position de Montebourg. Il ne s'agit pas de tout faire en Chine, y compris les médicaments, ou de tout faire en France. Personne ne raisonne comme ça. S'il y a, même Montebourg ne raisonne pas comme ça. Donc, s'il y a une reconstitution d'une capacité industrielle, elle peut se faire avec des bases en France, ailleurs en Europe, s'il y a des partenariats, mais également dans des pays de la Méditerranée. Regardez ce qu'a fait Renault au Maroc et en Algérie. Donc, il y a un débat, disons, de reconstitution d'une capacité industrielle et technologique française qui est intéressant parce que c'est ça qui permettrait de dire aux gens on va travailler plus. Pas travailler plus parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit lié il faut donner un sens. Ça, c'est le travail des politiques. Un sens, une orientation, un programme de redressement. Sur la dette, je n'ai aucune idée géniale. Le système de l'AS, et on prononce l'AS, c'était simplement le fait de passer au papier-monnaie. C'est le début du papier-monnaie. Alors, ça s'est terminé évidemment en catastrophe au début, mais le système de l'AS a été généralisé par la suite. Mais je ne sais pas si c'est la réponse à notre problème ou si on ne va pas être obligé d'inventer un système de dette perpétuellement reconduite. Bon, c'est un autre sujet, c'est trop compliqué. Il faudrait mettre en présence des banquiers de banques centrales qui ont travaillé entre eux, des gens du point de vue de Trichet, des gens d'un point de vue différent de Trichet, etc. Peut-être que vous pouvez organiser ça. J'ai terminé, sauf que je voulais dire que moi, je n'ai jamais trouvé l'Allemagne égoïste. Je trouve que ce sont des reproches idiots. Hein. C'est évident que l'Allemagne n'a jamais pensé que l'Union européenne, c'était un système dans lequel les épargnants allemands allaient payer pour les pays du Sud qui sont mal gérés. Donc, ça ne sert à rien de reprocher à l'Allemagne son égoïsme. Déjà, dans l'affaire de la Grèce, les reproches étaient complètement absurdes. La Grèce est un pays atrocement mal géré depuis 1823, depuis son indépendance, et on sait très bien que les responsables, c'est ceux qui, non pas qui acceptaient que la Grèce entre dans l'Union, ça se défendait politiquement, mais ceux qui ont accepté que la Grèce entre dans l'euro, alors qu'elle ne répondait à aucun des critères. Bon, donc, c'est trop facile de taper que sur l'Allemagne après. Et moi, je n'ai jamais repris cette histoire de l'Allemagne égoïste. C'est plutôt aux autres pays de se demander, comme je le fais à propos de la France, on peut le faire à propos d'autres pays, ce qu'ils doivent faire eux-mêmes chez eux pour reconstruire leur compétitivité et leur capacité industrielle. Ça n'a rien d'archaïque, ça n'a rien de passéiste. Au contraire, je suis en train d'écrire un essai sur ces questions. Tous les dirigeants d'industrie que j'ai lus ou que j'ai interrogés m'ont dit on est en train d'intégrer la reconfiguration des chaînes de valeur. C'est évident. C'est évident qu'on a été trop loin. Ça a moins d'intérêt en plus parce que les salaires chinois sont maintenant très élevés et de toute façon pour des tas de raisons sanitaires, écologiques, même financières. Il faut le reconstruire. Tout ça, ça donne un programme qui pourrait aider peut-être les Français à travailler plus en dépit des réflexes conditionnés sur le fait je ne veux pas travailler plus. Bon, on connaît le fond français. Hein. Voilà.
Vas-y, tu peux me mettre en grand. Ouais. Ben, merci à tous les deux. Alors, je peux poser une question à Hubert, Laurent. Vas-y, Axel, vas-y. Hubert, comme tu sais, mon épouse est maire adjointe dans une banlieue parisienne. Et parce que son maire n'est pas passé au premier tour, donc elle prolonge son mandat. Elle a passé des heures et des heures et des heures, les derniers 8 jours, 15 jours, dans les CHSCT, où elle a discuté avec l'ensemble des fonctionnaires comment on pouvait retourner au travail et que oui, il fallait peut-être contribuer 5 jours des vacances, sauf de les prendre assez rapidement, etc. Et j'ai constaté, et elle constate, une telle défiance de tous les Français, des médias, etc., par rapport aux solutions, par rapport aux politiques, que mon principal problème aujourd'hui, c'est pas de dire aux Français, bon, on va se réindustrialiser, il faut y aller, c'est que il faut, à un moment donné, quand même, il y a que, bon, les 35 heures, on oublie temporairement, on se retrousse les manches, on est solidaire, je suis d'accord avec toi, avec des différences sociales et des rémunérations plus faibles, et actuellement on donne même des primes, et à juste titre, à tous les gens du médical, etc. Mais si c'est simplement pour retourner pour dire, bon, on va maintenant investir dans le médical, et ça c'est pas pour avoir de meilleurs équipements et plus de lits, etc., comme l'Allemagne, je signe au passage, un des principaux fabricants dans le monde pour les appareils respiratoires, un des leaders est allemand. Mais si on n'arrive pas à prendre les Français par la main et les convaincre solidairement, ça va être difficile. Donc, est-ce que tu as un moyen de les convaincre? J'ai le son là. Oui, c'est bon, Ouais. c'est bon. Moi, je pense que les Français étant ce qu'ils sont, avec tous les phénomènes de manque de confiance en soi, voire de dépression, de pessimisme, d'allergie au travail, tous les trucs accumulés. Bon. Les Français étant ce qu'ils sont, je pense qu'il n'y a aucune chance de les convaincre d'aller travailler plus maintenant. Pourquoi? Donc, il faut donner un but, il faut donner une stratégie. Et la stratégie de reconquérir une capacité industrielle perdue en 20 ans, à travers un pari chinois en partie justifié, mais là, trop dangereux. Ça donne un sens aux choses. Et à partir de là, on peut reconstruire tout un discours qui peut avoir des chances d'aboutir, parce que les gens étaient quand même sidérés dans cette affaire de voir qu'on dépendait à 95-99% de la Chine pour des produits vitaux pharmaceutiques, ce qui était une mise en œuvre complètement démente de l'idée de mondialisation. Donc, il faut quand même équilibrer par rapport à ça. Donc, si on dit aux Français, il faut arrêter d'être défiant, ça n'a aucune chance d'aboutir. C'est un peuple qui est devenu structurellement pessimiste. À mon avis, c'est comme ça depuis 1940. Bon. Donc, il y a des éléments de fond que les dirigeants politiques ne peuvent pas traiter, en fait. Donc, je pense qu'il faut... On a perdu Hubert. Il est parti. Oui, peut-être qu'il s'est déconnecté, mais sans le savoir, mais il va peut-être essayer de se reconnecter. Peut-être en attendant qu'il se reconnecte. Ah, ça y est. OK. Oui, Hubert. Est-ce que je te vois? Voilà. Hubert, on t'a à nouveau? Ouais, c'est bon? Ouais, à nouveau, ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a eu une déconnexion, mais ça y est, c'est l'image, enfin le son en tout cas marche à nouveau. En tout cas, je pense qu'avoir un objectif industriel, il peut y en avoir d'autres, mais il faut donner des objectifs si on veut que les gens surmontent la défiance qui a été citée, qui est exacte, et se remobiliser. Merci Hubert. Alors, ce que je vous propose, c'est vous poser les dernières questions et puis vous laisser
en tous 5 minutes chacun pour conclure, pour qu'on respecte le timing. Voilà. Donc, c'est bon. On vous a bien maintenant, Hubert. C'est parfait. Tu peux me mettre en grand. Donc, voilà. Alors, il y a des questions sur donc, la réindustrialisation. Donc, par rapport à ça, quelles étaient les industries qui étaient déjà parties et qu'en fait, voilà, qui n'ont rien à voir avec cette crise, et comment réindustrialiser? Donc, il y a notamment Antoine Huard qui nous dit, est-ce qu'on peut vraiment réindustrialiser sans modifier les règles européennes sur les aides d'État, la position dominante, voire instaurer plus de protectionnisme? Et il cite le parcours du combattant pour lancer le projet d'usine de batterie en Europe. Ensuite, il y a aussi des remarques, des questions par rapport au fait que la quantité de travail des Français. Donc, il y en a qui disent que voilà, si on a 10% de chômage, c'est qu'il n'y a pas de problème de manque de travail en France, enfin de fait que les Français ne travaillent pas assez, mais d'autres qui ne pensent pas du tout ça, que les 35 heures n'étaient pas une bonne chose. Et on peut aussi s'interroger si la façon de travailler va évoluer. Donc, il y a Fabienne, par exemple, qui parle peut-être de robotisation, ou en tout cas, on comprend avec les nouveaux conseils du ministère du Travail qu'on va peut-être faire une évolution, voire une évolution complète du marché du travail, de la façon de travailler en France. Ensuite, il y a une question sur l'Europe. Quels hommes, femmes politiques du pays ou groupes de pays sont susceptibles de faire évoluer l'Europe vers davantage de coopération et d'adéquation avec les aspirations des citoyens européens? Et enfin, dernière question, un dirigeant de PME, PMI en France, du fait de la législation du travail, passe trop de temps sur l'interne alors que le développement client et les talents est essentiel. Le développement des talents est essentiel. Donc, je vous laisse 5 minutes chacun pour conclure. Qui veut commencer? Axel, ton micro est activé si tu veux. Ok, bon, ben, je vais faire une petite synthèse. 5 minutes pour toi, Oui, bien avec sûr, une je regarde conclusion, la et 5 minutes montre. pour Hubert. 3 minutes, ensuite. 4 minutes. Bon. Je pense que l'idée d'une réindustrialisation de la France est très valable. Je pense qu'elle doit être associée à une réduction des différences, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit par exemple en participation au sein des entreprises. Je suis très favorable à un actionnariat généralisé, comme je l'ai connu chez Bull, où même l'ouvrier, de façon volontaire, peut-être en protégeant son épargne, devient un actionnaire de l'entreprise. Ça va beaucoup plus loin que de relancer la conjoncture que la France va faire à partir du mois de septembre. Je pense très honnêtement que premièrement, il faudrait relancer la conjoncture bien plus vite, mesurer tous les mois et arrêter le chômage technique dans sa forme très incitative, le plus rapidement possible et revenir au travail. Industrialiser ou réindustrialiser la France toute seule, j'y crois pas beaucoup, mais l'Europe pourrait effectivement prendre à sa charge. Et si l'Allemagne et la France sont d'accord, c'est indispensable, c'est pas suffisant, mais c'est indispensable, l'Europe pourrait, et le futur budget est en partie destiné à la digitalisation de l'Europe, à l'infrastructure de l'Europe et un certain nombre de gros chantiers. Parallèlement à ça, je pense que même la France, et même en abusant peut-être un tout petit peu des subventions, en donnant de l'argent central, pourra s'en sortir. Un dernier mot, tout se passe dans la tête. Il faut que les médias nous aident. Monsieur Schröder, quand il a réformé l'Allemagne, il a eu les médias avec lui, qui étaient tous optimistes, qui en plus relayaient les bonnes nouvelles et les exemples à suivre plutôt que les catastrophes, les scandales et le nombre des morts qui actuellement dominent quand même très fortement la situation et la discussion. Donc, j'espère que de ce côté-là, nous aurons, et bien sûr aussi du côté des patrons d'entreprise qui très souvent sont des X, qui savent très bien ce que c'est un hall de fabrication et des investissements industriels, sont de nos côtés et qu'effectivement, dans 4 ans, 5 ans, en dehors de la pénurie des masques, ce qui est un sujet de non-préparation plus qu'un sujet industriel, nous ayons davantage
rattraper en France de ce qu'on a laissé partir à l'étranger. Vous m'entendez là? Allô? C'est bon, on vous entend bien, allez-y. Vous me voyez ou pas? Alors, je vous mets en grand, c'est bon, On vous allez-y. voit aussi. Oui, c'est bon, Non, moi, je ne vois plus rien, mais ce n'est pas grave, j'ai le son. tout est bon. Bon, il me semble que nous arrivons à esquisser à travers cet échange ce que pourrait être, en tout cas en France, une politique réaliste et ambitieuse de reconstitution d'une capacité industrielle. Alors évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des choses qu'on ne va pas refaire en Europe. Il y a des choses qui seront toujours fabriquées en Chine ou en Inde ou je ne sais pas où ailleurs dans le monde, bon, pour des raisons de coût évidentes. Mais il y a une partie des capacités industrielles qu'on peut reconstituer, certainement. Je répète qu'il n'y avait aucune raison que la part de l'industrie française dans le PIB diminue d'au moins de moitié par rapport à ce qu'elle était il y a 25 ans, par rapport à l'Allemagne et la France. Donc il y a vraiment une série d'erreurs françaises pour des raisons a priori de coût, mais en fait encore plus idéologiques. Donc je pense qu'on peut définir quelque chose, c'est intéressant. Je pense que ça peut être mobilisateur, même dans un pays aussi qui a perdu tellement confiance en lui. Donc c'est intéressant. Naturellement, c'est pas la France seule, comme l'a dit Axel. Il y a quelques domaines où la France seule peut-être, mais ça n'ira pas loin. Mais c'est pas l'Europe non plus à la place de la France. Il faut se méfier du mot Europe. C'est un mot valise. On ne sait pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire que c'est l'Europe qui va agir à notre place parce qu'on est trop vieux, trop fatigué, trop petit et autres bêtises comme ça, c'est complètement décourageant. Les peuples ne suivent pas ça. Donc ce n'est pas l'Europe non plus qui va fabriquer un programme de réindustrialisation intelligent de la France. Mais c'est des Français avec des Européens. Donc il y aura des partenariats qui peuvent être allemands, espagnols, suédois, portugais, mais également marocains, algériens, sénégalais, etc. Il y a une dimension méditerranéenne, même en termes de coûts. Et là aussi, on peut profiter peut-être d'une façon moins dangereuse que ça a été le cas avec l'Asie, de la différence des coûts salariaux. Et ça suppose une politique industrielle. Une politique industrielle qui est à reformuler, qui est à développer, qui va durer un certain temps. Je me suis intéressé au cas des laboratoires pharmaceutiques. Je connais des laboratoires pharmaceutiques au Maroc qui sont très performants, et qui se sont intéressés. Il y a des industries, il y a des implantations genre Sanofi, mais il y a des laboratoires privés marocains au Maroc qui sont très bons. Je leur ai demandé s'ils avaient l'intention de se développer en France. Vous voyez la question inverse, en fait. Ils m'ont dit, on a regardé, mais ce n'est pas intéressant, parce que la plupart des labos français ont décroché en termes de qualité. Donc, ça n'a plus tellement d'intérêt pour nous de les racheter ou d'investir avec eux. Mais, alors je leur dis, il faudrait combien d'années si on se met à traiter ce sujet, qui est un sujet parmi d'autres, hein. Je vais le prendre comme un exemple, simplement. Ils m'ont dit, en 5 ans, avec des partenaires bien choisis, dans quelques pays, vous devriez pouvoir y arriver. C'est un exemple. Si on avait l'autre exemple, c'est celui des batteries qui a été cité, en effet. Alors là, ma position sur le niveau européen, c'est que, un peu comme l'état d'esprit de Mme von der Leyen, d'après ce qu'on a compris, c'est que le niveau européen doit favoriser, encourager, stimuler, proposer, peut-être accompagner dans certains cas, et que le niveau européen ne peut pas se substituer. Vous voyez, quand on a fait Airbus, ça n'avait rien à voir avec les institutions européennes. C'est une réussite européenne, mais parce que c'était des dirigeants industriels ou politiques français ou allemands qui se sont mis ensemble avec quelqu'un qui était spécialement doué, qui était Jean-Luc Lagardère. Bon. Donc il peut y avoir d'autres exemples. Donc évidemment, cette politique de réindustrialisation dans les domaines clés ne doit pas être fondée vers le passé. Il ne s'agit pas simplement de refaire que de la pharmacie, mais c'est très bien, ou que des respirateurs, comme les magnifiques respirateurs faits par les Allemands. Il y a tout le champ des autres technologies, etc. Donc je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, et que ce qu'on doit demander à l'Europe, c'est de ne pas le contrarier, de ne pas le gêner. Et ça renvoie à une politique de normes européennes, et ça renvoie à la politique de la concurrence européenne. Là, c'est plus possible. Il faut vraiment qu'il y ait un bras de fer sur ce sujet et que s'organise une espèce de réseau en Europe
qui se rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un bras de fer entre France et Allemagne. La question, c'est entre l'Occident et les autres maintenant, la Chine et les autres. Il y a évidemment un déclin de l'Occident. C'est un déclin relatif. Ce n'est pas un déclin absolu. L'Occident garde des atouts gigantesques, mais il a des faiblesses énormes, y compris à commencer par l'éloignement progressif mais inéluctable entre les États-Unis et l'Europe. Donc, bref, par rapport à tout ça, je pense qu'il y a un programme possible, même dans la France déprimée, pour essayer de reprendre le contrôle de notre avenir économique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Hubert Védrine, merci à Axel Ruckert. C'était vraiment passionnant. Il y a encore des réactions dans le chat. Il y a donc Didier Carré qui cite european-champions.org, qui est une alliance, european-champions.org Alliance, qui est une initiative pour promouvoir les partenariats entre France et Allemagne plutôt qu'aux États-Unis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour nous réindustrialiser. On vous remercie beaucoup tous les deux pour une intervention passionnante. Mardi prochain, on aura Corinne Lepage à 18 h, mercredi, Florence Klutzmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance, et jeudi, nous aurons Philippe Juvin, qui est maire et médecin urgentiste, qui continueront à nous parler de la crise du coronavirus. Donc, merci à tous, très bon week-end, en particulier aux orateurs, parce que c'était vraiment fascinant, et merci de votre indulgence, parce que voilà, c'est la première fois qu'on faisait un débat avec 2 orateurs en même temps, et voilà, et on est très heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci bien. Au revoir. Merci Merci beaucoup. Hubert. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut Axel.